Bonsoir à toutes et à tous. Si un pays de l'OTAN engage des troupes en Ukraine, alors ce sera la troisième guerre mondiale. Avertissement brutal du ministre des Affaires étrangères hongrois suite aux déclarations d'Emmanuel Macron dans The Economist, qui a réitéré sa menace d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Et le président français a pour la première fois explicité les conditions d'un déclenchement des troupes françaises. Il faudrait une percée des lignes de front par l'armée russe, et puis 2, une demande officielle de la part des Ukrainiens. Alors le Kremlin a d'ores et déjà réagi, dénonçant un jeu, je cite, très dangereux d'Emmanuel Macron. Question, pourquoi le président français a-t-il éprouvé ce besoin de réitérer dans la presse anglo-saxonne cette menace d'une confrontation directe contre la Russie? Et puis comment interpréter cette nouvelle déclaration? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Troupes françaises en Ukraine ». Ça se précise. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre livre « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux », c'est aux éditions Robert Laffont. Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, directeur de recherche à l'Institut français de géopolitique. Votre livre « Les 100 mots de la guerre », c'est aux éditions Que sais-je. Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique. Vous avez été correspondante en Russie. Votre article « La Géorgie à l'heure des choix ». Et Vincent Hugeux, journaliste indépendant, spécialiste des enjeux internationaux. Vous êtes enseignant à Sciences Po. Merci de participer à cette émission en direct. Général Dominique Trinquant, comment interpréter ces mots d'Emmanuel Macron dans The Economist? Donc, il a précisé ce qui pourrait déclencher l'envoi des troupes françaises en Ukraine. Je cite, 1. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front. Et puis 2. S'il y avait une demande ukrainienne. Oui, moi, il me semble qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le président a élaboré un peu sur le fait qu'aucune option ne devait être exclue, parce que c'est de là qu'on parle. Aucune option ne devait être exclue, en direction d'abord de nos populations, des populations européennes, en disant la guerre se rapproche. Très sérieusement, il y a probablement des informations actuellement cumulées entre les anglo-saxons et les Français sur le fait qu'effectivement l'Ukraine est dans une situation difficile. Et on n'en est pas assez conscient de cette... On n'est pas assez inquiet, quoi. Oui, alors c'est pas une question c'est une question de préparation plus que d'inquiétude. Le deuxième, c'est en direction des autres Européens. Vous vous souvenez qu'à fin janvier, quand il y a eu la réunion de l'Élysée, tout de suite après, levée de bouclier. Et dans les semaines qui ont suivi, un certain nombre de pays ont dit « oui, c'est des options qu'il faut étudier ». Pologne, pays baltes, République tchèque en particulier. Et donc, c'est pour leur dire voilà, dans le cadre des préparations, ce qu'il faut faire. Et le troisième point, je pense que c'est en direction de Moscou. C'est de dire « attention, n'allez pas trop loin, parce que si vous allez trop loin, c'est la fameuse percée. » Ça veut dire quoi d'ailleurs, une percée des lignes de front? Une percée, alors ça dépend de la profondeur de la percée, mais la percée, c'est simplement que le dispositif défensif a été cassé et que les troupes russes seraient derrière le dispositif défensif et donc que l'Ukraine n'aurait quasiment plus les moyens de l'arrêter. Direction Kiev par exemple, ou Kharkiv. Kharkiv, par exemple, ou Kiev, ça dépend de la... Kharkiv vers Odessa ou Kiev? Non, Kharkiv... Odessa, j'y crois pas trop. Il y a quand même le Dniepr, c'est quand même compliqué, de franchir le Dniepr tout à fait au sud et d'aller vers Odessa. À l'époque où la Russie était en pleine puissance, au début de l'offensive, elle n'a jamais réussi à passer, le Dniepr, mais pas Mykolaiv. Donc je pense qu'il y a c'est les 3 raisons. Maintenant, il faut reprendre le sujet, c'est bien. Si les Ukrainiens le demandent, application de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, un pays attaqué a le droit de se défendre et a le droit de demander de l'aide. Et deuxième point, si effectivement les Ukrainiens sont enfoncés et donc qu'ils demandent l'aide d'autres pays. Isabelle Lasserre, comment interpréter le fait que Emmanuel Macron ait répété cette menace, et puis il est allé le dire dans The Economist? Il sait que c'est un magazine anglo-saxon lu dans le monde avec une audience internationale là. Oui, alors ils s'adressent aussi au Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est très proche de la France, et les Anglais sont relativement d'accord avec Emmanuel Macron
sur cette histoire. Donc c'est pour ça que l'interview a lieu à The Economist. Il le répète parce que je pense que sur le fond, il le croit vraiment, que depuis le mois de janvier, pas mal de pays se sont ralliés à sa position, quelquefois pas officiellement, mais en appelant l'Élysée, en disant finalement c'est vrai qu'il faut l'étudier. Et c'est vrai qu'il a mis très longtemps à comprendre, Emmanuel Macron, que Vladimir Poutine n'était pas malléable et que, en fait, la politique de l'apaisement avec lui ne fonctionnait pas et que la seule chose qui fonctionnait avec Vladimir Poutine, c'était de rétablir la dissuasion et c'était le rapport de force. Mais maintenant, il l'a compris et il l'affirme et ça va avec sa politique, avec l'analyse des pays européens. C'est-à-dire que si on dit, comme les pays européens, comme l'Europe aujourd'hui, ce qui se joue en Ukraine, ce n'est pas seulement la sécurité de l'Ukraine, mais c'est aussi la sécurité de l'Europe. Alors, il est normal que on fasse tout pour aider l'Ukraine et pour empêcher justement cette possibilité. Il rétablit un rapport de force, il rétablit une dissuasion. Ça ne veut pas dire qu'il va envoyer des troupes. Alors, effectivement, si un jour on se retrouve avec des troupes françaises, là, il y aura des problèmes. Enfin, il y aura des problèmes. Les Européens ne sont pas unanimes sur cette histoire. Ce sera un véritable défi pour l'armée française parce que le front est immense et l'armée française est plus petite qu'avant. Et puis aussi, là, on rentre un petit peu dans une terre inconnue parce que imaginez que les Russes bombardent le campement des militaires français en étant membre de l'OTAN. Là, c'est vrai qu'on rentre dans quelque chose qui est inconnu. Mais c'est logique, vu la position d'Emmanuel Macron, qui est soutenue par la position des Européens. Et c'est en tout cas le seul langage qui peut avoir une quelconque influence, s'il en a, à Moscou. Frédéric Ancel, est-ce que les Français sont prêts à suivre Emmanuel Macron dans cette idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine ? Est-ce que oui, les Français, on a l'impression que ce qui se passe en Ukraine pourrait avoir des conséquences directes sur notre sécurité à nous ? Après tout, on pourrait se dire que si Vladimir Poutine a eu tant de mal à conquérir le Donbass en 2 ans, c'est pas demain la veille qu'on aura les chars russes à Paris. Alors c'est certainement l'une des questions auxquelles il est le plus difficile de répondre. Pourquoi ? Parce que par définition, il n'y a plus d'échantillons entre guillemets militaires ou de guerre, d'expérience de guerre sur ces dernières décennies. D'une part, d'autre part, il est très très difficile de savoir ce que une majorité de Français pensent de la manière, au sens le plus stratégique, le plus militaire du terme, la manière dont vont se comporter les armées européennes, voire même l'armée française face à l'armée russe, et quelles seront les conséquences. C'est-à-dire que si vous ne dites pas aux gens quels sont les risques et les conséquences d'un engagement, par définition, ils vont pas savoir quoi vous répondre. Donc c'est extrêmement difficile. Mais moi, je voudrais ajouter que constitutionnellement, les choses sont extrêmement claires. Le président de la République, il est élu démocratiquement, c'est le chef des armées. Donc c'est lui qui donne l'impulsion en matière de défense et d'affaires étrangères. Donc de ce point de vue-là, de toute façon, si ordre est donné, il faudra bien y aller. Mais là, on ne parle que des militaires, pour l'instant, notamment des militaires de carrière. Après, sur ce qui a été dit, c'est très important, ce que me semble-t-il, ce que vient de dire Isabelle Lasserre. Emmanuel Macron s'était déjà, en 2019, illustré par une interview déjà dans un journal anglo-saxon, donc pour s'adresser au plus grand nombre, lorsque il avait qualifié l'OTAN de... il avait dit état de mort cérébrale. État de mort cérébrale. Donc il y va par électrochoc, pour faire prendre conscience de la très grande dangerosité de la politique, en l'occurrence de la Russie. Là aussi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il a fini par prendre conscience de cela, mais aujourd'hui, il s'agit d'y aller très, 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 très franchement. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas lui reprocher un manque de constance. Dès son élection, dès sa première élection, où il était très, très européiste déjà, on va dire ça comme ça, il avait appelé à une autonomie stratégique européenne importante, voire même à l'Europe puissance. Donc de ce point de vue-là, on a quelque chose effectivement d'extrêmement cohérent. J'ajoute un dernier point, si vous me permettez. C'est pas seulement le chef d'un État européen qui craint, à juste titre, me semble-t-il, l'impérialisme très dur d'un Vladimir Poutine, c'est le président de la République française. Pourquoi j'insiste ? Parce que les Russes portent préjudice assez gravement, me semble-t-il, sur le plan stratégique, à la France, peut-être davantage encore qu'à d'autres États européens, et je pense au Sahel. Et je pense à l'Afrique. Et je pense aux cyberattaques. Alors on n'est pas les seuls à subir les cyberattaques de la Russie, mais
Mais on est vraiment l'une des principales cibles. Et je pense... La France a des raisons de se sentir ciblée par la Russie, par ce qui se passe au Sahel, par les cyberattaques, etc. Oui, absolument. Et notamment, j'insiste, sur le Sahel, parce que beaucoup plus que tous les autres États européens réunis, d'ailleurs, la France a des intérêts dans la région. Et on voit bien que Wagner hier et l'Africa Corps aujourd'hui jouent un jeu extraordinairement violent vis-à-vis de la France. Vincent Hugeux, est-ce qu'on est passé au début, il y avait, d'ailleurs c'était reproché à Emmanuel Macron, une sorte de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, puis on est passé à l'ambiguïté, maintenant on est carrément dans l'agressivité. D'ailleurs, le Kremlin a immédiatement réagi en parlant d'un jeu très dangereux d'Emmanuel Macron. Vous savez, je me demande si dans une vie antérieure, Emmanuel Macron n'a pas été médecin légiste, puisque novembre 2019, il pronostique la mort cérébrale de l'OTAN, et là il parle du trépas brutal possible de l'Europe. Donc moi, ce que je crois profondément, c'est qu'il a trouvé son pilier de Notre-Dame, et qu'il a été touché par la grâce paradoxale du sens tragique de l'histoire. Et depuis qu'il a compris l'enjeu véritable du dessein post-soviétique de Poutine, il veut apparaître comme le premier de cordée, pour reprendre une terminologie qui lui est chère. J'y vois une autre explication. En février dernier, vous vous souvenez, on a pas mal glosé là-dessus, il a en quelque sorte ravivé le concept d'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire ça vise à instiller chez l'adversaire ou chez l'ennemi l'incertitude, l'imprévisibilité. Là, on passe aux travaux pratiques. C'est-à-dire qu'on a popularisé en quelque sorte le concept, et d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal, il faut le reconnaître, puisque quand vous lisez un peu entre les lignes la communication officielle incarnée par Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, vous percevez une vraie nervosité. Parce que le code rhétorique, on peut épuiser le dictionnaire des synonymes, escalade, danger, péril, etc. Donc dans la déclaration du Kremlin, vous y voyez un début de forte inquiétude. Oui, et par ailleurs, je remarque aussi qu'il n'y a pas de différence de nature dans ce qu'il dit aujourd'hui au regard de ses propos de février. Parce que les conditionnalités qu'on évoquait avec le général à l'instant, elles sont quand même très élastiques. Quand vous dites, si Moscou venait à percer des lignes de front, il y a plus de 1000 km de front, c'est quoi une percée? Est-ce qu'une avancée microscopique, c'est considéré comme une percée? Est-ce que vous voulez dire par là un effondrement massif de tout un pan du front? Donc ça laisse quand même une marge de manœuvre assez large. Et puis aussi, rappel de la conditionnalité d'un appel venant de Kiev, et il souligne d'ailleurs dans un même souffle ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est une manière effectivement de donner corps à ce qui a été la mise en garde de février, sans non plus... Est-ce que ça ne l'engage pas, justement, maintenant qu'il a donné des conditionnalités, si demain Zelensky appelle officiellement la France à venir au sol aider l'Ukraine, et si demain les Russes font une percée, Emmanuel Macron dira, eh bien, écoutez, là, il ne faut pas brandir une menace qu'on n'est pas capable de ne pas exécuter. C'est le principe même de la dissuasion, qu'elle soit conventionnelle ou nucléaire, et vous avez raison, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que si le scénario était à ce point conforme à ce que vous venez de dépeindre, eh bien, il en irait de la crédibilité de la parole de la France, de passer à l'acte ou pas. Oui. Et pour répondre directement à votre question, les armées européennes se préparent, font des options, étudient les options et se préparent. Le chef d'état-major de l'armée de terre annonce « je peux mettre 20 000 hommes en 30 jours prêts à partir ». Je rappelle que ça, c'était l'objectif de 2027. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il se dit, c'est pas 2027, il faut que je sois prêt maintenant. La grosse question, bien sûr, là-dedans, c'est pas de préparer les 20 000 hommes et les équipements. 20 000 hommes au niveau français. C'est pas la question de préparer les 20 000 hommes et les équipements qui s'entraînent quotidiennement sur ces sujets-là, c'est d'avoir les stocks. Et les stocks de munitions, parce que les stocks de munitions, on ne les avait pas à hauteur du combat de haute intensité. Donc c'était ça la question pour 2027. Donc ça veut dire une accélération de tout le processus, et les états-majors travaillent ensemble pour se préparer. Mais c'est terrifiant, là, vous nous dites 20 000 hommes, 20 000 Français qui débarqueraient en Ukraine. Ça serait terrifiant si un président de la République disait ça et qu'on ne fasse rien derrière. Ça serait terrifiant. Ce qui n'est pas terrifiant, c'est qu'on se prépare. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ça veut dire, d'ailleurs, il le dit, un troisième sujet qu'on n'a pas traité, on a traité de la conditionnalité ukrainienne, de la percée, mais aussi, il faudrait se poser la question. Oui. Il n'y a pas marqué. Ça, la fin de la phrase, c'est on devrait légitimement se poser la question. Voilà, exactement. Donc ça veut dire, on se pose la question politiquement. Et là, on se retourne vers les militaires. Qu'est-ce que vous avez prévu comme option ? Il vous dit option 1, ça, option 2, ça, option 3. Et vous devez être prêt. Et voilà, il faut être prêt.
Et quand même, on l'a déjà fait quand même relativement souvent, c'est-à-dire qu'on a passé les 40 dernières années à venir au secours des régimes africains qui ont appelé l'intervention de la France. C'est la première chose. Et de fait, Emmanuel Macron a fait le parallèle avec les interventions et en Bosnie, militaires. Et au Kosovo, et la France a eu des morts parmi les militaires. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ne faut surtout pas faire comme Barack Obama en 2013, c'est-à-dire de dire... mettre une ligne rouge. Je promets la ligne rouge sur les armes chimiques et puis se débiner quand elle est franchie. Parce que là, la crédibilité internationale d'un pays souffre pour les 10 années ou les 20 années qui viennent. Il se peut aussi très rapidement que cette insistance résulte de sorte de glaciation idéologique qu'on perçoit dans la communication russe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous lisez les communiqués officiels ou quand vous astreignez, ce qui devrait vous mériter d'ailleurs une prime de risque à suivre les débats de la télévision d'État russe, vous apercevez qu'on est toujours dans le fantasme d'un Occident et d'une Europe qui seraient veules, tièdes, irrésolus et définitivement inféodés à l'Amérique. Et donc je crois qu'il y a aussi cette volonté de donner de la substance à ce qui était simplement une mise en garde. Alors, Emmanuel Macron donc persiste et signe. Le président français a de nouveau affirmé qu'il n'était pas exclu d'envoyer des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine. Cette fois, le chef de l'État a émis 2 conditions. On l'a dit, que Kiev en fasse la demande et que la Russie perce les lignes de front tenues par les forces ukrainiennes. Sujet de Claire Bouillon-Duyo, Nicolas Baudry-Dasson. Une interview fleuve dans un célèbre hebdomadaire britannique et une proposition qui ne passe pas inaperçue. Envoyer des troupes en Ukraine, pourquoi pas ? Comme je l'ai dit, je n'exclus rien, parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien. Des troupes françaises face à l'armée de Poutine, Emmanuel Macron persiste et signe. Car ça n'est pas la première fois qu'il évoque ce sujet. Fin février, lors d'une réunion organisée en soutien à l'Ukraine, il avait déjà créé la controverse. Bien, messieurs les ministres, il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Beaucoup de gens qui disent jamais jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci il y a 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient « Nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Et aujourd'hui disent « Il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks ». Une critique à peine masquée aux voisins allemands qui n'apprécient pas, comme la plupart des dirigeants européens. Quelques heures plus tard, il oppose une fin de non-recevoir. Il n'y aura pas de troupes. Pas de soldats envoyés par les Européens ou les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. En France, l'opposition ne tarde pas à souligner l'isolement du président. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Quand j'entends le président de la République, Emmanuel Macron, dire qu'il n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine, et puis quoi ? C'est quoi cette histoire ? On va envoyer l'ensemble du continent européen, mener la guerre et créer une 3e guerre mondiale ? La prise de parole d'Emmanuel Macron cette semaine s'inscrit dans un contexte d'urgence. En Ukraine, les troupes russes gagnent du terrain. Elles ont repris plus de 500 km² depuis 7 mois. Il faut perturber les plans de guerre de la Russie. Nous attendons toujours les équipements qui ont été promis à l'Ukraine. Nous attendons le volume et la portée exacte des équipements qui pourraient changer la situation sur le champ de bataille dans l'intérêt de l'Ukraine. Si Emmanuel Macron n'exclut pas d'envoyer des troupes en Ukraine, il pose des conditions. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. Mais que signifie percer les lignes de front ? Pas de précision. Quoi qu'il en soit au Kremlin, ce discours est très mal perçu. La France, représentée par le chef d'État français, ne cesse d'évoquer la possibilité d'une implication directe sur le terrain dans le conflit autour de l'Ukraine. Il s'agit d'une tendance très dangereuse.
Nous suivons cela de près. De son côté, l'Ukraine attend impatiemment l'aide américaine, une enveloppe de 61 milliards de dollars. Frédéric Ancel, on pourrait revenir sur quand même Manon Aubry qui s'inquiète d'un risque de troisième guerre mondiale. Pourquoi j'en parle? Parce que hier, le ministre des Affaires étrangères hongrois, alors peut-être faut-il voir d'où il parle, mais enfin il dit si un membre de l'OTAN engage des troupes, ce sera une confrontation directe OTAN-Russie, ce sera alors la troisième guerre mondiale. Alors c'est un épouvantail en réalité, et vous avez raison de rappeler qu'il faut quand même regarder de qui sont et d'où viennent ces gens qui agitent ce chiffon rouge. Alors la Hongrie est l'État, très clairement l'État de l'Union européenne qui jusqu'à présent est le plus défavorable, via son président, hein, M. Orban, à une aide à l'Ukraine. Bon, pour différentes raisons, mais notamment pour des raisons économiques, énergétiques liées, et d'ailleurs idéologiques aussi, liées à ils sont pro-russes, hein, on peut le dire. Ils sont, en tout cas, ce pouvoir est à peu près pro-russe. Alors avec quand même une nuance, c'est-à-dire que quand on rappelle à M. Orban qui pèse environ 2% du PIB européen, il finit par se calmer. Mais on a effectivement affaire à des gens qui freinent systématiquement le soutien à l'Ukraine depuis un peu plus de 2 ans. Maintenant, l'extrême gauche française, très clairement, est sinon inféodée à Moscou, en tout cas totalement complaisante. C'est vrai aussi de l'extrême droite française et c'est vrai d'une grande partie des extrêmes gauches et des extrêmes droites européennes. Maintenant, sur le plan très technique, très géopolitique, pour vous répondre sur le fond, j'y crois d'autant moins que, contrairement au fameux syndrome de 1914, on n'est pas dans un entrelac, dans un enchevêtrement d'alliances et de contre-alliances. L'Ukraine, aujourd'hui, n'a aucun, et on le saura, n'a aucun allié militaire. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aller soutenir les Ukrainiens s'ils le demandent, mais statutairement, on n'est pas contraint de le faire. Mais c'est à peu près vrai pour la Russie aussi. Il faut regarder quels sont les alliés militaires de la Russie qui, statutairement, doivent pouvoir être convoqués par la Russie en temps de guerre, mais il n'y en a pratiquement pas, ou alors ce sont des pays extrêmement faibles ou déjà inféodés comme la Biélorussie. Donc tout ça pour vous dire que je suis extrêmement prudent et en réalité circonspect, voire tout à fait optimiste sur le fait que c'est un chiffon rouge et qu'on n'est absolument pas à la veille des conditions permettant l'avènement d'une troisième guerre mondiale. Général Dominique Trinquant, le risque d'une confrontation directe OTAN-Russie, pour reprendre le cas d'espèce dont parlait Isabelle Lasserre tout à l'heure, que fait-on si les Russes bombardent la caserne française en Ukraine ? On se défend, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'implication de Français, de Polonais ou de Baltes appelé par l'Ukraine pour intervenir en Ukraine, ça n'est pas l'OTAN qui intervient du tout. Ce sont des pays à titre bilatéral qui le font. Et il faudrait, toutes ces interventions qui vous parlent d'escalade, il faudrait quand même rappeler que l'escalade, c'est la Russie qui l'a fait. C'est pas l'Europe qui l'a fait. Et rappeler en permanence que c'est eux qui escaladent et que ce qui est fait dans ces déclarations et ces préparations, c'est d'éviter l'escalade, justement. C'est de dire, on s'arrête là. Monsieur Poutine, attention, jusqu'où vous allez aller. Si vous allez trop loin, vous n'aurez pas seulement l'Ukraine face à vous, mais des pays européens qui seront avec l'Ukraine. On peut envisager l'envoi de Rafale qui irait détruire des missiles, voire des avions de chasse russes. Alors moi, ce que je pense, c'est que sur le territoire ukrainien, tout est possible. On a toujours la limite, bien sûr, de la Russie, sachant qu'il ne faut pas toucher aux intérêts vitaux de la Russie. Mais jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il y a eu des frappes, alors pour l'instant ukrainiennes, avec des équipements occidentaux, sur les territoires occupés par la Russie, qui au passage ont été annexés par la Russie, eh bien la Russie ne fait jamais appel à cette clause d'intérêts vitaux de la Russie. Jamais. Donc il faut prendre le langage russe pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'ils utilisent la force depuis 2 ans. Depuis 2 ans, nous avons été très timides. Nous avons laissé M. Poutine mettre ses lignes rouges. Nous devons maintenant l'inquiéter, lui, et lui dire de ne pas aller trop loin pour éviter l'escalade, je le rappelle. Vincent Hugeux, pour Vladimir Poutine, elle est vitale, cette guerre. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment redouter qu'on aille vers une confrontation directe ? Est-ce que ce n'est pas le sens des choses ? Je cite Le Monde cet après-midi. L'Ukraine a reçu des armes occidentales ainsi que l'autorisation de frapper la Russie. C'est la ministre des Affaires lettonne qui le dit. On le rappelait tout à l'heure, il y a 2 ans, on voulait envoyer des casques et de la laine. Maintenant, on envoie des missiles pour frapper les Russes.
Il faut faire attention à ne pas tomber dans un traquenard qui me paraît assez évident. Nos téléspectateurs peuvent éprouver une inquiétude légitime en se demandant si demain nous allons faire déferler des hordes de fantassins français professionnels ou conscrits en Ukraine. Non. Il n'en a jamais été question, cela n'arrivera pas. Quand on parle d'avoir des hommes au sol, ce sont en général des spécialistes aguerris dans des domaines qui peuvent être autour du guidage, autour de l'usage de missiles, etc. C'est un appui sur l'armée. En aucun cas, il ne faut redouter que l'on envoie nos enfants pour reprendre... Des logisticiens plus que des militaires de combat ? Des conseillers, il peut y avoir des unités spéciales également, etc. Mais d'une certaine manière, secret de polichinelle, il y a déjà des Occidentaux qui sont en Ukraine aujourd'hui. Et ce, depuis non pas 2022, mais depuis 2014. À commencer par des Américains, d'ailleurs. Donc là, si vous voulez, les neutralistes à la française, qu'ils soient à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, jouent sciemment d'une peur qui n'est pas fondée. Je ne veux pas du tout minimiser la dangerosité de la séquence qu'on est en train de vivre. Je dis simplement, réfléchissons sur ce qui est réel. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'à aucun moment, dans les propos qu'il a tenus en février ou voilà quelques jours, le président de la République n'a envisagé ce scénario-là. Donc c'est apporter une mauvaise réponse à une bonne question que de jouer avec cette crainte-là. Bon, Isabelle Lasserre, pas de risque de troisième guerre mondiale, contrairement à ce que craint le ministre des Affaires étrangères. Le seul risque de troisième guerre mondiale qui existe aujourd'hui, ce sont les actions de Vladimir Poutine. Donc il vient du cœur de la Russie et pas dans la réponse et la défense des Ukrainiens avec leurs alliés occidentaux. Et il est évident qu'on se situe dans le domaine de la dissuasion. Et que les forces spéciales, il y a des forces spéciales depuis longtemps en Ukraine, et que... Alors pourquoi Emmanuel Macron éprouve-t-il le besoin de sonner le tocsin un peu ? Mais parce que c'est comme ça que fonctionne la dissuasion. C'est-à-dire que jusque-là, on a dit à Vladimir Poutine, on l'a laissé avancer en permanence, on tendait la main, on tendait la joue, on tendait la deuxième joue, on jouait l'apaisement, on a voulu essayer de le convaincre, on a discuté avec lui plus que de raison, on l'a cru, il mentait, on l'a cru encore, on a cru ses promesses et on s'est aperçu à la fin que tout ça était du vent. Et donc il n'y a que la force qui peut arrêter Vladimir Poutine. Et donc, Emmanuel Macron l'a enfin compris, les pays de l'Est le savent depuis très longtemps, et le reste de l'Europe l'a aussi plus ou moins compris. Donc maintenant, il y a une espèce de consensus qui dit qu'il faut arrêter Vladimir Poutine en Ukraine. Sinon, il pourra aller en Géorgie, en Moldavie, et la déstabilisation. Il n'y aura pas de sécurité en Europe sans arrêter Vladimir Poutine. C'est ça maintenant qu'ont compris les Européens. Donc pour faire, pour accompagner cette analyse et cette certitude, il faut la muscler, il faut l'accompagner. Il n'y a pas de menace et de dissuasion qui tiennent sans menace d'employer la force. Est-ce que Vladimir Poutine n'est pas trop engagé maintenant pour reculer face à quelqu'un qui voudrait engager un bras de fer ? Est-ce que... Non, il n'a plus rien à perdre maintenant. J'en reviens à un des critères, c'est-à-dire la percée du front ukrainien. Je pense que stratégiquement, Poutine, aujourd'hui, son intérêt, c'est l'annexion du Donbass. C'est-à-dire de conquérir ce qui reste à conquérir. Et il saurait s'arrêter là ? Et s'arrêter là et de clamer victoire en disant « Moi, j'ai remporté le morceau, je protège les populations russes. » Mais il faut le contraindre. Il faut le contraindre. À s'arrêter là. Voilà, à s'arrêter là. Et les Ukrainiens seraient d'accord pour dire, bon, on arrête là. Parce qu'on s'arrête à deux. Hein. Prends la victoire que tu as, comme me disait Biden aux Israéliens à propos des frappes sur l'Israël. Prends la victoire que tu as et arrête-toi là. Mais je crois que sur le moyen terme ou le plus long terme, il y a aussi un autre intérêt là-dedans. C'est pour les Européens. De leur dire, les Européens, préparez-vous. Vous ne savez pas ce qui va se passer au mois de novembre aux États-Unis. Préparez-vous et préparez-vous à être capable de réagir par vous-même avec vos forces. Et ça, c'est un sondage intéressant que j'ai lu dans les Échos juste avant de venir. Les 2/3 des Français. Exactement. Y compris. Une défense alors européenne. moi, ça m'a bluffé. 60% des électeurs du Rassemblement national disent qu'ils sont pour une défense européenne par les Européens. Donc c'est assez extraordinaire. Donc
J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Alors justement, une espèce de consensus intéressant. Est-ce que Frédéric Ancel, est-ce qu'Emmanuel Macron ne se rêve pas en chef de guerre d'Europe de l'Ouest, parce qu'il il y a eu plusieurs signaux envoyés cette semaine. L'idée que notre arme nucléaire pourrait aussi protéger nos voisins européens. Il a dit être crédible, c'est aussi avoir des missiles longue portée qui dissuaderaient les Russes. Au fond, comme si la caserne de l'Europe de l'Ouest, c'était la France, qui serait capable de déployer son parapluie sur ses voisins. En tout cas, de fait, au sein de l'Union européenne, la France est clairement la première puissance militaire. C'est incontestable. Sans même, d'ailleurs, évoquer l'arme de dissuasion, enfin stratégique. Bon, ça, c'est incontestable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la France entretient encore une représentation, et pas seulement à l'Élysée, dans la population aussi. Ça renvoie à votre toute première question d'émission, d'ailleurs. Une représentation de puissance qui reste sympathique pour, sans doute, la majorité des Français. La puissance, ça ne signifie pas l'impérialisme. Ça signifie la puissance. Ça signifie ne pas se faire dicter des valeurs ou des intérêts par les autres. Donc de ce point de vue-là, il est dans une zone de confort pour un président de la République française, me semble-t-il. 3, ça a été évoqué très rapidement, mais je pense qu'on va en reparler, aux États-Unis se prépare peut-être le retour de Trump. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver... est-ce que le roi européen ne va pas de nouveau, j'allais dire, être nu, mais cette fois-ci face à un Poutine extraordinairement agressif, sachant, et on l'a bien entendu, que M. Scholz, à la tête comme chancelier d'Allemagne, lui est confiné dans une prudence de sioux, mais qui illustre en fait la constitution allemande de 49, la RFA qui n'a pas été modifiée à ce niveau-là. Les Allemands ne peuvent pas et ne veulent pas projeter de la puissance en dehors de leurs frontières. Alors donc, qu'est-ce qui reste? Vous avez raison, finalement, la France. En tout cas, je pense que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'est pas dans l'outrance et il n'est pas dans la pensée magique. Vincent Hugeux. Il y a un autre passage de l'entretien fleuve accordé à The Economist qui a été moins remarqué, c'est quand, de cette manière, Emmanuel Macron essaye de remettre sur le tapis cette fameuse communauté politique européenne sur laquelle nous étions quelques-uns à y C'est quelque chose de plus large que l'Union européenne. Et justement, et là, il évoque la notion de cadre, c'est-à-dire qu'il dit, il ne s'agit pas évidemment de balayer l'OTAN, ce ne serait pas le moment, mais il s'agit de trouver un cadre plus ample que celui-là, et en sous-texte, il y a au cas où il faudrait s'affranchir d'une dépendance exclusive vis-à-vis du parrain américain. Et donc, il y a un besoin d'une certaine forme d'autonomie, et je dirais même de souveraineté de défense, dans un cadre qui inclurait la Grande-Bretagne. Évidemment, le Royaume-Uni, mais aussi la Norvège. Ouais. N'oublions pas la Norvège, qui a de bonnes raisons aussi de s'inquiéter. Et même, il a cité dans l'interview en question, les pays balkaniques. Donc, je crois que c'est une sorte de changement de paysage, mais qui s'inscrit à la fois... très trivialement, dans un calendrier électoral européen à très court terme, mais beaucoup plus sérieusement, dans un calendrier, je dirais, transatlantique, quant à la destinée de Washington. Cette communauté devant se réunir au mois de juillet en Angleterre. Isabelle Lasserre. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée d'autonomie stratégique européenne ou d'Europe puissance, ou quelle que soit, ou d'Europe de la défense, quelle que soit la manière dont on la caractérise, n'est pas... Emmanuel Macron l'a particulièrement investie, mais elle ne date pas elle n'est pas née avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est une idée française, et tous les présidents avant Emmanuel Macron l'ont poussée, et à chaque fois, cette idée butait en fait, sur l'opposition de l'Allemagne, sur l'opposition avant du Royaume-Uni quand il était dans l'Union européenne, sur la méfiance des pays de l'Est qui voyaient une manière d'affaiblir l'OTAN. Et force est de constater aujourd'hui que la guerre en Ukraine a donné raison aux thèses françaises et lui ont donné une nouvelle énergie et lui permettent aujourd'hui un nouvel envol. Alors maintenant, il faut le traduire dans les faits. Et là, ce qui bloque, c'est l'argent et la volonté politique qui n'est pas à un niveau suffisant. Mais l'idée française a fait sa place parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution avec les deux menaces, Poutine et Trump. Général Dominique Trinquant, question de Joël dans les Pyrénées-Atlantiques. S'il faut envoyer des troupes françaises en Ukraine, pourquoi pas maintenant, tant qu'il en est encore temps? Sous-entendu, est-ce que la situation est grave sur le plan militaire pour les Ukrainiens? Alors bien sûr que la situation est grave. Je rappelle que ça sera à la demande des Ukrainiens. Pour l'instant, les Ukrainiens ne le demandent pas. D'ailleurs, le président Zelensky a dit « je ne demande pas de troupes, je demande de l'armement ». Au passage... Il va arriver le fameux armement américain? Au passage, je crois qu'il n'y a pas que le problème de l'armement. On a été en retard sur l'armement. Il y a deux retards. Un retard stratégique des Ukrainiens qui ont monté leur ligne de défense trop tard. Alors, j'espère que maintenant elle est montée et qu'elle peut arrêter, mais ils ont mis beaucoup trop de temps à basculer de la version offensive à la version défensive. Et le point crucial, à mon avis, au-delà de l'armement, c'est le personnel.
Et là, l'Ukraine a un vrai problème qui est la mobilisation des hommes. Elle a besoin, hommes ou femmes d'ailleurs, elle a besoin de mobiliser pour combler les déficits des morts, des blessés qu'il y a eu depuis 2 ans. Et elle n'a pas pris les moyens aujourd'hui de le faire. Et donc là, il y a une accélération et d'une certaine façon, chacun doit prendre sa responsabilité. Nous, dans la livraison d'armement, l'Ukraine dans le recrutement des personnels, et la troisième responsabilité qu'on a, c'est de se préparer au pire. Et Isabelle Lasserre, les Ukrainiens qui se battent face à des Russes qui, selon les Américains, utiliseraient de la chloropycrine, voilà, qui est un agent chimique suffocant, ce qui est interdit, et dont il y aurait eu, selon le ministre des Affaires étrangères français, 150 000 morts. Côté russe, hein. Qu'est-ce que ça dit de la façon des Russes de faire la guerre ? Vous savez, oui, 150 000 morts. Volodymyr Zelensky, en février, parlait de 180 000 morts. On est peut-être entre les deux. C'est un gros chiffre. C'est une guerre extrêmement meurtrière, mais on voit bien. Enfin, Tout est permis pour Poutine d'envoyer au casse-pipe ses hommes, de balancer des armes chimiques. Ça s'appelle de la chair à canon. Et c'est de cette manière que la Russie continue à faire la guerre. C'est à cette fin qu'elle a vidé les prisons et qu'elle a lancé sur le champ tous les anciens prisonniers, les criminels de droit commun. On ne fait pas la guerre comme ça, nous, général. Non, bien sûr que non. Mais on n'envoie pas au casse-pipe 150 000. Non, mais le terme, les prisonniers qui ont été envoyés, ça représente quand même 20% des pertes russes. Donc c'est énorme. Ça veut dire que la Russie, d'abord, a un problème de recrutement, sinon elle n'enverrait pas c'est les prisonniers. Et deuxièmement, c'est M. Lavrov, je crois, qui disait c'est très bien, cette guerre, ça nous a purgé, en fait, les prisons. Oui, il faut juste ajouter un mot, c'est qu'en Russie, on n'est pas dans une démocratie, donc la Russie a de la ressource pour continuer à envoyer des hommes sur le front. Elle a quand même si elle a un problème démographique, elle a quand même vraiment des millions, une réserve dans laquelle puiser, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Ukraine, qui d'abord est une démocratie, donc c'est beaucoup plus difficile de contraindre les gens à aller sur le front, et ensuite elle a moins de réserves humaines. Il faut quand même nuancer également la dimension, je dirais, statistique impressionnante des effectifs avancés. On évoque en ce moment un regroupement de 35 000 hommes dans l'oblast russe de Belgorod, donc en face de Kharkiv, près de la frontière. Et de même, les projections des services de renseignement militaire ukrainiens eux-mêmes vont jusqu'à 70 000, voire davantage. Et de même, le chiffre global d'un demi-million de militaires russes qui sont engagés. Les Russes ont l'avantage du nombre. Oui, mais du nombre. Mais il faut aussi avoir une réflexion qualitative et non pas seulement quantitative. Entre le type aguerri des troupes aéroportées russes qui est passé par la case Syrie ou déjà par le Donbass en 2014 et le Caucasien à qui on a promis des papiers et un peu de pognon, et qui va à reculons sans avoir jamais tenu un tromblon entre les mains, il y a une énorme différence. Donc il faut savoir aussi ne pas se laisser trop impressionner par l'écrasante suprématie des statistiques. Oui, c'était Bonaparte qui disait qu'un homme motivé en valait 3. Et de ce point de vue-là, on a effectivement, des deux côtés d'ailleurs, c'est très intéressant ce qu'a dit le général Trincon, on a des problèmes de recrutement, mais y compris en termes de détermination, pas seulement sur le plan démographique, avec quand même une très très bonne nouvelle, mais elle est déjà intervenue il y a 2 semaines pour les Ukrainiens, c'est le déblocage par les Républicains à la Chambre des représentants d'une enveloppe quand même assez faramineuse, puisque l'aide américaine était littéralement bloquée ces derniers mois. Donc il fallait tenir avec ça. Ils ont malgré tout globalement plutôt tenu, et a priori, ça devrait maintenant arriver. Il faut encore tenir plusieurs semaines. Alors, la Russie multiplie les assauts en Ukraine et elle tente aussi de jouer de son influence en Géorgie. Le pays est sur le point d'adopter une loi sur l'influence étrangère, jugée liberticide et inspirée par le Kremlin, selon les mots de Washington. Mais une large partie des citoyens géorgiens pro-européens ne l'entendent pas de cette oreille. Une grande manifestation contre cette loi a été violemment réprimée à Tbilissi mercredi par la police. Sujet de Magali Lacrose et Christophe Roquet. Tous les soirs depuis la mi-avril, une foule immense se rassemble autour du Parlement géorgien. Tous les soirs, les manifestants pro-européens protestent contre un projet de loi sur l'influence étrangère. Mais depuis mardi, la tension est montée d'un cran. Les manifestants sont désormais réprimés violemment. On ne partira pas avant que le projet de loi soit retiré, parce que nous savons ce que sont les valeurs européennes. Nous avons choisi l'Europe, donc nous n'abandonnerons jamais. Rien ne nous arrêtera. Rien du tout.
Quel est le pire, être gazé, être roué de coups ou perdre notre pays? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons moins peur de perdre la vie que de laisser notre pays aux mains des Russes et de notre gouvernement de traîtres. Le texte, soutenu par le gouvernement, a été adopté en seconde lecture mercredi. S'il était voté définitivement, les organisations qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger devront s'enregistrer en tant que, je cite, « organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère ». Ces détracteurs y voient la main de la Russie. En pleine séance de vote au Parlement, la violence éclate. Quelques minutes plus tard, le président du principal parti d'opposition prend la parole. Regardez-moi. Ce que vous voyez, ces traces sur mon corps, ce sont les traces de la Russie. À l'intérieur, à l'extérieur du Parlement, le pays se déchire. Il y a la Géorgie qui regarde toujours vers son voisin russe. Et l'autre, Géorgie, qui rêve d'Europe. La présidente géorgienne est dans le deuxième camp. Elle soutient les manifestants contre ce qu'elle appelle la loi russe. Il n'y a qu'une seule réponse à donner à ce que nous appelons la loi russe qui use, déstabilise et insulte la Géorgie. Cette réponse, c'est faire entendre notre voix européenne lors des élections législatives en octobre. La présidente ne s'entend pas avec son gouvernement. Mais en Géorgie, c'est le Premier ministre qui dirige. Et le Premier ministre préfère critiquer les Occidentaux. Ce que disent les Américains sur la loi est ridicule. Il n'y a aucun argument valide dans leur critique. Tout est faux. La loi serait contraire aux valeurs européennes. Et à quel endroit du texte? Ils disent n'importe quoi. Un discours et des idées qui ont tout pour plaire aux voisins russes. Ce qu'il se passe en Géorgie est utilisé pour provoquer des sentiments anti-russes. Il est peu probable que cela vienne de l'intérieur, alors cela vient très certainement de l'étranger. Nous l'avons bien compris, et je le répète une fois encore, il est impossible que cette loi soit liée à une sorte d'influence de la Russie. Aux États-Unis, et surtout en Europe, l'inquiétude monte. La Géorgie est-elle en train de glisser à l'est? Elle avait pourtant obtenu le statut de candidate à l'Union européenne en décembre dernier. La situation que j'ai trouvée en arrivant ici est très préoccupante. La loi sur la transparence est inacceptable en l'état et risque de créer de sérieux obstacles pour l'intégration européenne de la Géorgie. Et tout cela alors que la Géorgie n'a pas fait beaucoup de progrès, selon le plan en 9 étapes d'adhésion à l'Union. Ce n'est pas non plus une très bonne chose, mais il reste encore du temps. Le projet de loi, soutenu par le gouvernement, devrait être définitivement adopté mi-mai. Alors Isabelle Lasserre, question téléspectateur, c'est Catherine en Côte d'Or. En Géorgie, les manifestations pro-européens peuvent-ils déclencher une guerre civile ? C'est-à-dire que ce n'est pas les manifestations qui pourraient déclencher une guerre civile, c'est si jamais le pouvoir n'arrive pas à réprimer les manifestations et si jamais les pro-européens n'arrivent pas à faire renoncer le pouvoir à publier cette loi, comme ils l'ont déjà fait l'année dernière, parce que c'est la deuxième tentative de passer cette loi, alors ils seront peut-être tentés d'appeler Vladimir Poutine pour que Vladimir Poutine se porte au secours du pouvoir. Et c'est vrai que là, on est dans un pays où, en fait, le pouvoir pro-russe prend en otage une population qui a 80%, 80% c'est énorme et ça ne change jamais, et tournée vers l'Europe et vers l'OTAN et totalement déterminée à rentrer vers l'Union européenne. Cette population s'est fait complètement avoir par un pouvoir pro-russe qui, au début, lui a fait croire qu'il voulait bien l'Union européenne. En fait, il le faisait pour contenter l'opinion publique. Et derrière, le pouvoir a systématiquement, sur les conseils en fait, de Vladimir Poutine, via sa marionnette locale, Bidina Ivanishvili, qui est un oligarque qui a fait fortune au Kremlin et qui dépend de Vladimir Poutine en partie. Donc ce pouvoir a détricoté, en fait, a essayé, a tout fait pour que la Géorgie ne fasse pas de progrès et pour vider de sa substance le statut de candidat qui lui a été offert après des mois d'hésitation au mois de décembre. Mais si le peuple venait à trop manifester, le pouvoir
en Géorgie pourrait appeler les Russes à la rescousse qui débarqueraient avec des chars pour mater Alors, ce la serait jeunesse. possible parce que notamment, entre autres choses qu'a fait le pouvoir pro-russe pour en fait diminuer la capacité de résistance de la Géorgie, il a désarmé ce petit pays de 3,5 millions habitants. 80% de l'armée aujourd'hui, ce sont juste des fonctionnaires en fait, et il a diminué les budgets de la défense dans une région totalement explosive. Et alors que tous les pays autour augmentent leur voilà. Donc ce serait un jeu, ce serait beaucoup plus facile que d'envahir l'Ukraine. Ah oui, c'est tout petit, la Géorgie. 3 millions, 4 millions et une partie, 25% de la Géorgie, est déjà occupée par... Je rappelle qu'il faut revenir un petit peu sur la courte histoire russe. Et 2008 est la première action impérialiste de Poutine après son discours de 2007 à Munich. C'est la première action qu'il a lancée, dans laquelle, comme le disait Isabelle, 20% de la Géorgie a fait sécession de la Géorgie, avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Nord. Et l'Abkhazie, ça va même plus loin que ça, ça fait tellement sécession qu'aujourd'hui, la Russie est en train d'installer un port en Abkhazie, parce qu'en Crimée, elle ne peut plus avoir son port de Sébastopol. Donc, la Russie est très présente, c'est sa première action, et elle ne peut pas faiblir. Donc, si vous voulez, quand on parle de qu'est-ce que fait la Russie après l'Ukraine, elle a déjà commencé. Frédéric Ancel, comme l'Ukraine, comme la Géorgie, qui était la terre de naissance de Staline, je crois. En fait, Gori. Voilà, toujours un musée Staline, d'ailleurs. Voilà, Poutine, il veut refaire son URSS. Non seulement son URSS, mais peut-être même l'empire de Catherine II. Alors, je vous invite à regarder des cartes historiques, c'est très gourmand quand même, et ça mord largement sur le continent européen. Mais le Caucase, c'est particulier. Restons dans le Caucase, si vous voulez bien, quelques instants. L'Arménie, qui se trouve immédiatement au sud de la Géorgie. Et son Premier ministre, M. Pachinian, il y a quelques années, avait émis la volonté de ne pas rester complètement inféodé à la Russie, notamment sur le plan énergétique et économique. Et par ailleurs, c'est une démocratie aujourd'hui, l'Arménie. Eh bien, mal lui en a pris, puisque, en dépit de l'accord de défense militaire mutuelle de 60 ans qui avait été signé, d'ailleurs par Poutine lui-même, donc entre la Russie et l'Arménie, la Russie a lâché en race campagne l'Arménie en 2020 face à l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme. La Russie se voit toujours comme un empire qui doit récupérer ces territoires. Absolument. En tout cas, le pouvoir actuellement, qui s'exerce actuellement autour de et chez M. Poutine, bien évidemment. Donc ça peut aller très très loin lorsque on indique, comme les Ukrainiens l'ont fait il y a quelques années, et avec M. Zelensky, mais y compris avec son prédécesseur, lorsque on émet des velléités de se rapprocher de l'Occident, ou simplement d'incarner une véritable démocratie. L'Arménie ne cherchait pas à rentrer dans l'OTAN, mais à incarner une démocratie. C'est le cas, le résultat, elle a été littéralement livrée à l'armée azerbaïdjanaise. Un chiffre très simple. Toutes les enquêtes montrent que plus de 80% des Géorgiens, plus de 4 sur 5, regardent vers l'Europe. Isabelle, il faisait... C'est ça qui horripile Vladimir Poutine. Bien sûr, et n'oublions pas, encore une fois, que pour les Géorgiens, ceux qui défilent, ceux qui font des sit-ins nocturnes, ça n'est pas une hantise. C'est simplement le nouvel épisode du même feuilleton. Il trouve que j'ai couvert en 2008 l'agression militaire russe sur la Géorgie, pour l'Express à l'époque, donc au moment de l'annexion de fait de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, et c'était vécu comme une amputation de la mère patrie par les Géorgiens, et à juste titre d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, j'étais dans le bureau de Mikhail Saakashvili, qui à l'époque était le président géorgien, combien controversé, mais pro-européen. Et à un moment donné, je lui dis, mais pourquoi vous venez de signer? Il y avait Nicolas Sarkozy qui avait porté une sorte de pacte léonin pour mettre fin à l'agression russe, mais qui était évidemment une manière d'entériner par défaut les annexions dont je viens de parler. Et puis Saakashvili, il me fait un geste d'impuissance, il me dit, mais que voulez-vous? Les chars russes sont à 30 km de mon bureau, d'ici à Tbilissi. Bien sûr que j'ai signé, il fallait arrêter la casse. Je ne suis pas en mesure militairement de résister et je ne vais pas envoyer mon peuple à la boucherie pour une cause qui, de toute façon, hélas, est perdue. Alors, autre paramètre qui pourrait s'inviter dans les mois à venir dans cette guerre, l'Europe va-t-elle devoir se passer de l'aide des États-Unis si Donald Trump reprenait la Maison-Blanche en novembre prochain? En tous les cas, l'ex-président américain a annoncé dans une interview au Time, ne pas venir en aide à un allié attaqué si celui-ci ne payait pas suffisamment pour sa propre défense. Une déclaration évidemment mal perçue sur le vieux continent. Sujet de Laura Rado et Ilana Azinko. Un cliché en noir et blanc et cette phrase, s'il gagne.
En une du magazine américain Time, Donald Trump révèle les grandes lignes de son programme en cas de second mandat. Et concernant l'Ukraine, il prévient. Je ne donnerai pas plus si l'Europe ne commence pas à faire autant que les États-Unis. Un avertissement en bonne et due forme que le milliardaire en campagne a déjà lancé quelques semaines plus tôt. Donald Trump exige de ses alliés de l'OTAN qu'ils contribuent beaucoup plus à l'aide en Ukraine et surtout au budget de l'Alliance, au moins à hauteur de 2% de leur PIB. Un jour, l'un des présidents d'un grand pays européen s'est levé et m'a dit « Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas payé? Vous êtes un délinquant ?» Il a dit « Oui, imaginons que ça arrive. » Eh bien non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à vous faire tout ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Vous devez payer vos factures. Donald Trump menace et veut être pris au sérieux. En témoigne ce blocage au Congrès, orchestré par l'ex-président. Durant 6 mois, ses troupes refusent de voter une nouvelle aide financière et militaire réclamée par Joe Biden et dont Kiev a désespérément besoin. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour la frontière ukrainienne tant que Biden n'en dépense pas pour la nôtre. Je ne veux pas donner une aide de plus aux politiciens ukrainiens. Les contribuables américains ont déjà envoyé 113 milliards de dollars à l'Ukraine. Tout ce système n'a pas le soutien du peuple américain. Ils ne sont pas d'accord avec un système basé sur le sang, la mort et la guerre dans des pays étrangers pendant que ce gouvernement ne fait rien pour sécuriser nos frontières. Pour plaider la cause de l'Ukraine, Mike Johnson, le speaker républicain, se rend jusque chez Donald Trump en Floride et réussit à le faire changer d'avis. Je pense qu'il fait un très bon boulot. Il fait aussi bien que possible. L'enveloppe de 60 milliards de dollars destinée à l'Ukraine est finalement adoptée. Mais en Europe, l'inquiétude demeure et les dirigeants répondent déjà aux provocations du candidat républicain. L'OTAN ne peut pas être une alliance militaire à la carte. Elle ne peut pas être une alliance militaire qui fonctionne au gré de l'humeur du président des États-Unis. On ne peut pas avoir oui, non, demain. Non, ça dépend. Non, allez, soyons sérieux. Toute relativisation de la garantie de l'OTAN est irresponsable et dangereuse et ne sert que les intérêts de la Russie. Personne ne doit faire de deal ou jouer avec la sécurité de l'Europe. Et c'est sans doute le Premier ministre belge qui en tire la conclusion la plus évidente. Si 2024 sonne comme le retour de l'Amérique d'abord, l'Europe sera plus que jamais seule. L'Europe, livrée à elle-même, est consciente de devoir agir pour sa défense. En 2024, 18 pays consacreront 2% de leur PIB au budget de l'OTAN. Il n'était que 3 il y a 10 ans. Frédéric Ancel, comment ça marche finalement Eh bien, ça commence à faire peur. Et de ce point de vue-là, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, le président de la République française n'a pas tort de secouer les consciences en disant aux Européens que M. Trump peut très bien, effectivement, faire valdinguer, comme il l'avait promis déjà, d'ailleurs, il y a plusieurs années, l'OTAN, d'une part. D'autre part, je constate que cette perspective fait peur, puisque c'est le chiffre qui a été donné est très, très intéressant. Les fameux 2% en fait, de dépenses de défense. C'est ce qui a été réclamé par les États-Unis ces dernières années. Et alors, pour être très honnête avec Trump, c'est pas le premier à le réclamer. C'était déjà le cas de son prédécesseur Obama, qui était quand même infiniment moins négatif vis-à-vis de l'OTAN. Et les États-Unis et les présidents, et notamment les présidents en campagne, exigent effectivement davantage de dépenses. Sauf que, simplement, je le dis d'un mot, on ne peut pas fonder une alliance exclusivement sur un schéma de boutiquier. C'est pas exclusivement en fonction de ce que l'allié va payer pour sa propre défense qui va, en principe, déterminer votre alliance ou pas. Ou alors sinon, on n'a plus de socle de valeurs et on n'a plus de socle d'intérêt commun. Or, il y a encore un socle de valeurs et d'intérêt commun, évidemment, entre les États-Unis et l'Europe. Que reproche Donald Trump à l'OTAN ?
Vincent Hugeux, puisque Donald Trump aurait menacé de sortir de l'OTAN dès 2018. Non, mais ce qu'il reproche pas tant à l'OTAN d'ailleurs qu'aux pays contributeurs, c'est d'être trop frileux dans leur engagement, notamment financier. Et au fond, l'objectif assigné, au moins 2% du produit intérieur brut dédié aux dépenses militaires, c'est au fond un consensus. Et vous avez même des pays comme la Pologne, d'ailleurs, sur un mode extrêmement volontariste, qui sont déjà au-delà de 3% et qui seront à 4% à la fin de cet exercice. Mais vous voyez, au risque du paradoxe, je me dis qu'un jour viendra où on dressera deux statues sur une place de Bruxelles. L'une donnerait alors fin à Vladimir Poutine, l'autre à Donald Trump. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine, par ses appétits soviéto-impérialistes, aura réveillé l'Europe et l'OTAN, et parce que Donald Trump aura, volens-nolens, conduit l'Europe et l'OTAN à se penser avec une forme d'autonomie minimale vis-à-vis du parrain américain. Général Dominique Trinquant, est-ce que si on entendait là tout à l'heure cette élue américaine en disant écoutez, l'Ukraine c'est un pays étranger, est-ce que les Américains se soucient plus aujourd'hui de leur frontière avec leur Mexique que du sort de Tallinn? Pour ainsi dire, si Poutine venait à annexer l'Estonie, au fin fond du Kentucky, on se dirait c'est pas pour ça que je vais aller faire la guerre dans les pays baltes. C'est vrai que l'Europe, c'est loin pour les États-Unis. Je parle des citoyens américains. Oui. Mais la question de fond que les Européens doivent se poser, c'est est-ce que tous les 4 ans, les Européens doivent se poser la question de savoir comment vont voter 200 000 électeurs américains pour faire basculer... d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, républicain ou démocrate. C'est cette question. Et donc, est-ce que tous les... il faut être capable de ne pas dépendre de ce vote américain. Il faut être capable, par nous-mêmes, Européens, de prendre notre destin en main. Bien sûr, de travailler sur ce lien avec les États-Unis qui est essentiel, qui est important, mais s'il advenait que les États-Unis veulent s'en éloigner, eh bien, pardonnez-moi, mais on ne doit pas en dépendre tous les 4 ans. Simplement, petit cours d'histoire, la fin de la guerre de 1918, le président Wilson a insisté pour avoir ses critères d'application de la paix, les 14 fameux critères de Wilson, et la création de la SDN. Sauf que quand il est rentré aux États-Unis, les États-Unis ont dit... Les électeurs ont dit, on ne veut pas en entendre parler. Tout ça s'est effondré. Et les Européens se sont retrouvés un peu tout seuls. Très beau livre de l'ambassadeur Haro, nous étions seuls. Nous étions seuls entre les deux guerres. Et quand, en 1939, Churchill a fait des pieds et des mains pour que les Américains viennent tout de suite au secours de l'Europe, les Américains ont dit, on va voir. Et il a fallu attendre Pearl Harbor pour que les États-Unis interviennent. Donc on a raison aujourd'hui de garder les Américains avec nous, mais on doit se préparer à ne pas en dépendre. Isabelle Lasserre, est-ce que nos voisins européens en sont conscients de cette évolution ? Surtout, je parle des Polonais qui étaient très atlantistes, qui ne juraient que par le parapluie américain. Ils sont toujours très atlantistes, comme les Allemands le sont aussi. Donc évidemment, il y a un espèce de réflexe... Et donc en novembre, le réveil va être parmi difficile. Certains pays européens, ça dépend si c'est Biden qui l'emporte. Il y aura sans doute un relâchement. Oui, mais si c'est Trump, qu'est-ce qu'on dira à Varsovie ? Oui, mais attendez, il y a une idée qui flotte à Varsovie sur la création de brigades européennes. Sur la question du partage du fardeau, Donald Trump a totalement raison. L'Europe est dans un espèce de déni depuis 20 ans, dont elle commence doucement à sortir, mais il faut qu'elle se réarme. Et les 2%, à mon avis, dans 5 ans, on sera tous passés à 3 ou 4%, vu l'état de la menace autour. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que Donald Trump, comme ses deux prédécesseurs d'ailleurs, enfin comme son prédécesseur, dit ok, il faut partir d'Europe, il faut partir du Moyen-Orient, concentrer toutes ses forces vers la Chine. Mais à chaque fois que les Américains posent cette volonté sur la table, elle explose en vol 2 ou 3 mois après, parce que l'Europe et le Moyen-Orient, et donc aussi l'Europe, ramènent systématiquement les États-Unis sur le sol européen, soit militairement, soit politiquement. Et donc les États-Unis ne peuvent pas se laver les mains de l'avenir des pays européens, qui sont un allié des démocraties, du monde libéral, etc., et qui en plus sont en permanence travaillés par des forces, par des crises militaires. Donc cette volonté Donald Trump
Trump serait bien obligé de mettre de l'eau dans son vin, c'est ce que vous... Il pourrait devoir mettre de l'eau dans son vin. Mais la dernière chose, c'est que, en fait, ces menaces récurrentes de Donald Trump, en fait, le mal est déjà fait, d'une certaine manière, aujourd'hui. C'est-à-dire que la garantie de sécurité américaine vis-à-vis de pays européens, vis-à-vis de pays asiatiques, elle est déjà profondément abîmée. C'est la raison pour laquelle des pays comme la Corée du Sud, le Japon se disent mais qu'est-ce qu'il nous faut Et chacun se réarme. Nucléaire, c'est la raison pour laquelle la Pologne aussi dit se réarme à coût de 4%. Parce qu'en fait, la confiance est déjà abîmée. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Rémi, en Côte d'Armor, le président peut-il envoyer des troupes en Ukraine sans passer par le Parlement ? Oui, tout à fait. Le président est tout puissant. La Constitution française, je rappelle l'opération Serval en Afrique, puisque le président rappelle les opérations africaines, c'est une demande du gouvernement malien, comme supposé une demande du gouvernement ukrainien, et le président a décidé, bien sûr. Les Ukrainiens ne demandent-ils pas essentiellement des armes ? Ont-ils un jour évoqué l'envoi de troupes étrangères en renfort ? Ils demandent des armes, les Ukrainiens. Oui. Mais il a toujours été très clair là-dessus jusqu'à maintenant. Hein. Et il l'a dit, et son ministère des Affaires étrangères le dit, et le chef d'état-major le répète. Nous avons besoin avant tout, nous avons un besoin vital de munitions, de missiles de précision à moyenne et longue portée, et d'aéronefs équipés. Ça a toujours été son discours. Frédéric, dans le Maine-et-Loire, la Russie nous attaque-t-elle déjà ? Web, espionnage, élections, signal GPS, destruction suspecte dans des usines ? Très clairement, oui. Et tout ce qui est mentionné existe déjà. Et je rappelle, parce que ça me paraît extrêmement important, la Russie adopte aussi une stratégie de contournement très virulente vis-à-vis de la France chez nos amis et nos alliés du Sahel. Pourquoi cibler la France ? Pourquoi brouiller les signaux GPS dans les aéroports ou au-dessus des ciels européens ? Alors, d'abord, il ne s'agit pas que de la France, puisqu'une grande partie des pays européens sont ciblés. Mais la France, on le disait tout à l'heure, c'est le pays, finalement, militairement en tout cas, le plus puissant. C'est encore la deuxième puissance économique de l'Union européenne. Donc, elle a les moyens, si elle le souhaite, et manifestement, aujourd'hui, à l'Élysée, on le souhaite, elle a les moyens d'entraîner ou d'impulser, en tout cas, une politique, effectivement, très, très ferme vis-à-vis de la Russie. Isabelle Lasserre, Vladimir Poutine est-il impressionné par les annonces du président français ? Est-ce que la France est prise au sérieux ? Impressionné, je ne sais pas, mais en tout cas, il y est sensible parce que la France a un rôle de moteur au sein de l'Union européenne et qu'elle est la principale force armée et que c'est ça qui pourrait, si elle arrive à entraîner ses partenaires européens, ça pourrait faire changer la direction de la guerre. Et on le voit que Poutine y est sensible à la multiplication des attaques à la fois verbales et aussi des cyberattaques qui sont directement engagées contre la France et contre les intérêts français. Et en ce sens, la Troisième Guerre a déjà commencé sur ce terrain-là. Régis, en Côte d'Or, la Géorgie est-elle au bord de l'affrontement avec Moscou ? Isabelle Lasserre. Pas encore, mais disons que la Géorgie est vraiment aujourd'hui à l'heure des choix, c'est-à-dire qu'elle affronte vraiment une question très très grave. Si les Géorgiens, qui sont à 80% pro-européens, laissent passer cette loi, ils vont devoir renoncer à leur accord d'association à leur candidature à l'Union européenne. Est-ce que le pays va basculer côté Donc, Europe le pays basculera du côté russe. Et s'ils réussissent en fait à enrayer cette loi, il y a encore un espoir de liberté, de rapprochement européen pour la Géorgie. On n'est pas encore un accrochage avec la Russie, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Ce n'est pas le pays, à mon sens, qui basculera côté russe, c'est le pouvoir. Le pouvoir est déjà du côté russe. Absolument. Ce que dit Salomé Zourabichvili, donc la présidente de Géorgie, ancienne diplomate française d'ailleurs, au passage, c'est que le veto, le sien étant surmontable par la majorité du parti Rêve géorgien, le veto, aujourd'hui, il est dans la rue. Gérard, dans le Maine-et-Loire, a-t-on augmenté la production de munitions en France depuis 1 an ? Oui, clairement, mais pas assez. Alors, comme vous le savez, les munitions, en particulier les obus, il y a l'obus et il y a la poudre. La poudre, on l'avait exportée en Suède, en particulier. Bon, Norenco a rapatrié ça. Il y a une usine qui est en train d'être construite. C'est pour ça que je dis toujours que les Ukrainiens doivent tenir en 2024 et qu'ils auront les moyens en 2025. Alors, les moyens en munitions, en équipement,
en personnel formé, si eux arrivent à mobiliser ce qu'il y a à mobiliser, les avions dont on parle tout le temps, c'est plutôt 2025. Donc il faut absolument tenir en 2024, qu'il n'y ait pas de percée en 2024, pour qu'en 2025, ils aient les moyens de rétablir un rapport de force, comme le dit le chef d'état-major ukrainien récemment, hier. Il faut rétablir un rapport de force pour pouvoir négocier. Et les armes, pas négocier maintenant. Les armements américains, ils vont arriver quand ? Oui, ils vont arriver beaucoup plus vite que ça. Parce qu'il y a des stocks qui étaient en Allemagne et en Pologne qui arrivent maintenant, mais les autres vont arriver dans les semaines qui viennent. Quel serait le rôle des troupes françaises en Ukraine ? Le combat, le soutien, le renseignement ? Oui, il y a plusieurs options qui sont à l'étude. Le soutien, la protection antiaérienne d'Odessa, par exemple, le remplacement d'unités ukrainiennes qui partiraient de la frontière de la Biélorussie vers le Donbass, parce que la Biélorussie n'attaquera jamais, mais il faut laisser un rideau défensif. Et il y a des tas d'options qui sont étudiées. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez avec nous tout de suite. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Axel. Après la polémique sur la possible présence d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture, c'est désormais le choix d'une drag queen comme porteuse de la flamme lors de son passage à Paris qui suscite de violentes réactions. Anne Hidalgo a d'ailleurs signalé à la justice des propos à caractère homophobe ou transphobe. Elle s'appelle Mini Majesté, icône de la scène drag parisienne. Elle réagit à ces attaques dans un instant. Il sera l'invité de C'est à vous. Voilà, c'est à suivre sur France 5. Nous on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée avec C'est à vous.